Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. 3 secondes avant d'entrer en ondes, j'étais encore en train de me regarder parce que vous le savez, on est Cube Radio, on est Cube Télé. Et là, je pense que c'est la première fois, Cybèle, bonjour. Je pense que c'est la première fois, là, j'assume vraiment mes cheveux blancs, là. Regarde ça ici, là. Tac, 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 ben tac, oui, tac, mais tac, ça te va tac, bien. Ah, je sais pas. Le verdict n'est pas encore terminé. Mais bon, tu vois, 3 secondes avant d'aller en ondes, j'étais encore en train de regarder. Voyons comment je peux m'arranger pour qu'on les voit moins. Ben, regarde, ils sont là, on va vivre avec. Ça vient avec la maturité, l'expérience. Bien sûr. Hein? 40 ans de métier quand même, faut bien que ça paraisse quelque part. Un peu de stress aussi. Le stress? Ben, des fois, ça donne des cheveux gris. Mais j'imagine après toutes ces années. Mais non, mais moi, non, c'est. Toi, moi, c'est pas j'ai du tout. Toi, t'es détente. Moi, je suis une femme souriante. J'aime la vie. Je croque dans la vie. Et surtout quand j'ai des bonnes nouvelles. Oh, tellement. Alors, ben, vous le savez. Ben, raconte donc l'histoire brièvement de notre fameuse affiche de demi-dove pour ceux qui ne seraient pas encore au courant. Oui, alors, on a reçu le créateur, le directeur marketing de chez Warriors, qui est une compagnie donc de marketing, voilà, qui nous a en fait expliqué l'histoire des pancartes. Une compagnie d'équipement sportif. Mais donc, oui. D'équipement. Ah oui, OK, pardon. Bon, c'est ça, d'équipement sportif. Et donc, ils ont créé 93 pancartes de la recrue du Canadien, Ivan Demidov, et ils sont allés en mettre un petit peu partout. Donc, évidemment, c'est en lien avec la campagne électorale. Ils ont un partenariat avec Ivan Demidov. Et parmi de toutes les 93 affiches, elles ont toutes été volées. Presque peu de temps, une journée ou deux, je crois, après qu'il les a installées. Et finalement, toi, tu le reçois en entrevue, il t'explique tout ça et toi, tu lui demandes qu'on aimerait bien avoir une pancarte ici à Cube. Alors, on se retrouve avec une pancarte d'Ivan Demidov et on se dit, on fait quoi avec ça? Parce qu'on fait partie des 94 chanceux maintenant qui en ont une. Et là, tu as eu l'excellente idée de mettre à l'enchère cette pancarte-là d'Ivan Demidov. Pourquoi? Ben, pour l'organisme Procure qui ramasse des fonds pour le cancer de la prostate. Et là, depuis quelques jours, on fait une enchère et ça monte pas à peu près. Et là, j'ai entendu un petit oiseau me dire que tu avais une encore meilleure nouvelle à nous dire. En fait, j'ai 2 bonnes nouvelles. D'abord, pour vous dire que le montant de l'enchère la plus élevée qu'on a reçu jusqu'ici, le plus haut soumissionnaire, c'est quelqu'un qui souhaite rester anonyme, mais donc on est rendu à 4 000 $. Donc, si l'affiche vous intéresse, il faut que vous soyez prêt à mettre plus de 4 000 $. Je rappelle que Procure va quand même vous donner, bien sûr, un reçu de charité pour le montant de votre don. Par contre... Ben, j'ai une sacrée bonne nouvelle parce que j'ai parlé, moi aussi, j'ai des petits oiseaux. J'ai parlé à des petits oiseaux à l'Organisation du Canadien. On les salue tous et c'est maintenant officiel. Vendredi matin, après la pratique, au Centre Bell, Demidov va signer la fameuse affiche. Wow! Vendredi à l'émission, ici, à 14h45, je vais recevoir Laurent Proulx de Procure qui va nous dire ce que, éventuellement, il pourrait faire à l'organisation avec l'argent ramassé. On va faire une petite photo, évidemment, avec la fameuse affiche signée et on étend les choses. Parce que normalement, on devait finir les enchères aujourd'hui, mais évidemment, devant la possibilité que l'affiche prenne encore plus de valeur, on a décidé de ramener ça. Vous avez donc jusqu'à lundi prochain pour faire vos soumissions. Mais donc, écoutez, soyez à l'écoute vendredi parce qu'on va vous présenter l'affiche signée et aussi vous présenter Procure parce qu'il y a peut-être encore des gens qui ne savent pas ce que fait cette organisation-là. Alors donc, on est rendu à 4 000. L'affiche va être signée. Vendredi, vous écoutez l'émission puis vous avez jusqu'à lundi pour faire vos enchères. Merci beaucoup. Professeur Duduche. Avec elle, pas de retenue. Je veux vous raconter avec mes prochains invités une histoire qui m'a beaucoup touchée, en fait, qui m'est allée droit au cœur. Ma prochaine invitée m'a écrit une lettre qui est un peu comme une bouteille à la mer, un cri du cœur, un appel à l'aide. Et la lettre que j'ai reçue commençait par « Chère Madame Durocher, la bureaucratie tue notre système de santé, ainsi que des patients. » Ça m'a beaucoup intriguée, j'ai voulu lui parler. Elle s'appelle Maude Rebérol. Bonjour, Maude. Vous êtes
Mais c'est tout à fait normal après la lettre que vous m'avez envoyée. Donc, Maude, vous êtes médecin de famille, mais vous êtes aussi patient. Les gens qui nous écoutent à la télé voient évidemment que vous portez un turban qui camoufle en fait un casque que vous avez qui aide à soigner votre cancer. Effectivement, c'est un dispositif qui s'appelle Optune. C'est un casque qu'on en a entendu beaucoup parler dans les médias dernièrement parce que c'est malheureusement pas tous les gens qui sont atteints d'un glioblastome comme moi qui ont la chance d'avoir ce dispositif-là. Mais c'est ça, c'est un traitement contre le cancer au cerveau que j'ai. D'accord. Alors donc, il y a comme des aimants, pardon, il y a toutes sortes de patentes qui sont collées sur votre cerveau. C'est relié à un tuyau qui est relié à la machine. La machine, vous la portez constamment avec vous. Vous l'avez en ce moment dans un sac à dos. Vous me disiez avant qu'on entre en onde, ce sac à dos, en plus, est très lourd. C'est quand même relativement lourd. C'est juste que ça finit toujours par faire pression. Puis il faut se transporter des batteries de secours avec parce qu'il faut les changer aux 2-3 heures. D'accord. Alors, Maude, bonjour. Merci d'être là en personne. À ma droite, il y a votre conjoint, Jean-Pascal Provost. Bonjour, Jean-Pascal. Bonjour. Donc, vous êtes venu aujourd'hui pour appuyer Maude dans son témoignage, puis aussi pour témoigner de ce que c'est au jour le jour, le combat que mène votre conjointe quand vous avez 43 ans. Maude, quand on apprend que sa conjointe a un cancer incurable, comment on réagit, Jean-Pascal? Ben, c'est la fin du monde, là. Quand ça arrive, nous, la nouvelle est arrivée il y a un petit peu plus de 2 ans. Puis on remercie la vie, en fait, d'être encore là parce qu'en fait, les pronostics étaient très, très sombres. Mais on est dans un combat qui est perpétuel, qui est tous les jours, puis qui vient aussi avec le stress de perdre la personne que tu aimes le plus au monde. Maude, vous aviez 41 ans. En 2022, vous êtes médecin de famille. Vous commencez votre pratique à Saint-Côme, dans l'Anaudière. Qu'est-ce qui arrive en 2022? Ben, à ce moment-là, je me stationne. C'est ma première journée de travail dans ma nouvelle petite clinique, ma nouvelle communauté. On vient de s'installer l'été en juillet 2022 à Saint-Côme. Donc, je me dirige à ma clinique. Je suis à 3 minutes en voiture. Je me stationne devant la clinique et là, j'ai plus connaissance de rien. Quand je retrouve un peu mes esprits, je suis dans une civière. Ils sont en train de me descendre dans ma clinique, mes propres collègues, et de me faire toutes sortes de tests, la glycémie, puis tout ça. Puis l'ambulance arrive, les premiers répondants, puis là, je me fais amener à l'hôpital de Joliette et on me fait un scan, puis on trouve quelque chose d'anormal qui signe que... Au cerveau. Qui signale que ça augure mal. Donc, ils me font un examen plus poussé qui est une IRM la journée même. Et puis là, ils me reviennent en disant, écoutez, on a trouvé quelque chose de très mauvais. Il faut qu'on vous réfère dans un centre spécialisé en ville. Donc, là, c'est la fin du monde, là. C'est comme, mais je sais, étant médecin, je connais la réalité de ce que c'est, puis c'est un cancer très, 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 et d'un, c'est incurable. Donc, le diagnostic d'incurabilité tombe à ce moment-là. Mais bien qu'on garde un espoir tant qu'on n'est pas allé en chirurgie ou en biopsie, que ce soit autre chose, mais ça a quand même un aspect à l'imagerie, là, qui est difficile d'être nié. Puis ça tombe dans un ciel clair parce que j'ai pas eu vraiment de symptômes avant. On a eu un été un peu stressant avec le déménagement, mais sans plus. On a passé un bel été. Puis bon, on m'apprend du jour au lendemain que j'ai 6 mois à vivre peut-être. Alors, au plus. Donc, évidemment, un choc. Puis, encore une fois, je vous remercie de le raconter. Je sais que c'est jamais facile de revivre ces moments-là, des moments douloureux. Mais pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, je suis obligée, évidemment, de vous poser beaucoup de questions à ce sujet-là. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Alors, dans la lettre que vous m'avez écrite, vous me dites, évidemment, donc moi, je suis un médecin qui est dévoué à mes patients. Votre objectif à vous, c'est bien sûr de continuer à pratiquer la médecine. Comme vous avez été, avant d'être médecin de famille, vous étiez donc médecin militaire, vous avez payé pendant des années un plan d'assurance médicaments. Vous vous dites, bon,
j'ai ce diagnostic-là, je vais pouvoir bénéficier de mon service d'assurance médicaments pour différents traitements, différents médicaments. Je résume un petit peu pour simplifier les choses. Vous portez donc le casque comme un traitement, mais il y a aussi un médicament qui pourrait vous aider. Je vais retrouver le nom du médicament. Ça s'intitule Voranigo. C'est un médicament qui pourrait faire quoi? Quel genre de différence ça pourrait faire pour vous, pour votre santé? En fait, c'est un médicament qui est spécifique à une mutation qui est dans la tumeur que moi j'ai, qui est pas donnée à tout le monde. C'est une mutation IDH qu'on appelle. Et puis, c'est tout nouveau sur le marché. Ça a été homologué par Santé Canada en octobre dernier. Puis moi, dans ce contexte-là, ça allait bien, là. Je veux dire, ils m'ont fait une chirurgie, j'ai eu de la radiothérapie, de la chimiothérapie en 2022. Puis depuis, il y avait stabilité. Ils ont enlevé la tumeur initiale qui pouvait puis qui m'avait fait faire une convulsion, parce que c'était ça. Au final, j'ai fait une convulsion. Puis le reste, c'était, ils pouvaient pas aller l'enlever, donc c'était dormant, là. C'est en dormance avec les autres traitements que j'ai eus. Et en décembre, donc j'ai des IRM de contrôle tous les 3 mois. Puis en décembre, là, ils ont vu que il y a quelque chose qui se réveillait dans une nouvelle région. Dans des régions qui avaient pas été, bien sûr, ni traitées par la radiothérapie, ni la chimiothérapie, oui. Puis, qui était d'évolution très, très lente. Donc, c'était pas le même type de grade que initialement. Que vous aviez à l'origine. D'accord. Puis c'est là qu'il y a comme un bug, si vous me permettez le mot, qui entre en ligne de compte, parce que on reste avec l'étiquette initiale du grade qui nous a été attribué, de la tumeur qui a été enlevée. Alors, juste pour simplifier, donc, on vous a enlevé, donc quand vous avez eu votre premier diagnostic, vous êtes à un stade X, là, après, on vous fait radio, on fait chimio, donc ça va mieux, mais là, il y a autre chose, un autre problème de santé qui pourrait être réglé avec ce médicament-là. Exactement. Mais la compagnie d'assurance vous refuse de vous payer ça parce qu'ils disent, non, pour nous, à vos yeux, vous êtes un patient de l'autre stade. Donc, vous êtes comme pris dans une espèce de bureaucratie qui fait en sorte qu'on ne vous rembourse pas le médicament. Je tiens à le spécifier quand même parce que c'est important que les gens qui nous écoutent aient tous les éléments du dossier pour se faire une tête. Ce médicament-là coûte 30 000 $ par mois. Mais pourquoi attendre que les gens soient à l'article de la mort pour les aider? Parce que les traitements en phase terminale, c'est encore plus cher. Fait que moi, c'est un peu ce que je revendique. Plus on attend que la maladie aille loin, plus les traitements d'immunomodulateurs peuvent aller dans des coûts exorbitants de centaines de milliers de dollars. Là. Ça, c'est important parce que je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, puis je lui expliquais votre histoire, je reçois quelqu'un, etc., puis la personne me dit, oui, mais peut-être que nous, comme société, on n'a pas les moyens de payer à Maude ce 30 000 $ par mois. Mais là, vous venez de faire une réponse mathématique. Si on vous laisse aller, excusez-moi de parler comme ça, mais vous allez coûter encore plus cher à la société que le coût du médicament. C'est ça, en fait. Oui, puis honnêtement, si on me permet pas d'accéder à ce traitement-là qui est relativement bien toléré, je vais être obligée de refaire de la chimiothérapie, puis je pourrais pas être en mesure de continuer d'exercer mes fonctions de médecin, ce que je continue d'exercer aujourd'hui, là. Voilà. Puis d'aider mes patients. Voilà. Alors, c'est pour ça aussi que je voulais vous recevoir aujourd'hui, parce que, on le sait, on a une pénurie de médecins de famille, on a une pénurie de médecins tout court, notre système de santé marche en claudiquant comme ça. Vous, la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour dire, est-ce que la société peut m'aider à être en meilleure santé pour aider des gens qui ont besoin de moi? Parce que là, en ce moment, vous ne pouvez pas travailler beaucoup d'heures à la clinique. Je fais 2-3 jours semaine. Et donc, c'est quand même des dizaines de patients que j'aide. Je suis là en soutien à mon équipe, puis je le fais avec tout mon cœur. Je suis vraiment très, très dévouée à mes patients, là. Alors, ce que vous m'avez décrit, parce que la lettre que vous m'avez envoyée, là, je tourne les pages, ça fait 10 pages. Pourquoi ça fait 10 pages? Parce que vous me décrivez étape par étape toute la bureaucratie et les démarches où on vous dit, c'est un programme fédéral parce que vous étiez employé de la fonction publique fédérale. Pourquoi ils vous ont refusé de payer vos médicaments? C'est ça, ça a été tout un processus de demande d'appel, d'application, là, de refus, soumettre une autre demande, un autre refus, porter la décision en appel, faire une plainte. Donc, il y a eu 4 étapes
avec la compagnie d'assurance comme telle, pour finalement finir par découvrir, grâce à des gens j'ai des bonnes étoiles là, qui m'aident encore là, dans mes démarches, qui sont à mes côtés puis qui font des recherches pour moi, que ce plan d'assurance-là, étant un plan fédéral, n'ont pas à se conformer aux réglementations provinciales, tout comme un autre assureur privé devrait le faire au Québec avec la loi sur l'assurance médicaments, qu'un assureur se doit de couvrir minimalement ce que la RAMQ couvre. Voilà. Mais là, donc, c'est incroyable parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui travaillent pour la fonction publique au fédéral, qui pensent qu'ils sont assurés, qui pensent que le jour où ils vont avoir besoin de médicaments qui coûtent très cher, il n'y a pas de problème, je suis assuré avec Canada Vie. Pas en tout. Vous allez vous faire laisser tomber comme Maude. C'est ça qui est terrible. Ben, parce que eux, ce qu'ils mentionnent, en fait, c'est que le médicament, il est pas encore sur leur liste. Eux, ils ont leur propre liste de médicaments entérinés, là, qu'ils ont le droit de rembourser. Mais leur révision se fait tous les 6 à 9 mois. Et nous, de leur dire, mais j'ai peut-être même pas 6 à 9 mois. Moi, c'est le bout, dans la lettre que vous m'avez écrite, c'est le bout qui m'a le plus tué parce que j'avais l'impression d'être dans la maison des fous d'Astérix. Hein? Jean-Pascal, c'est à ça que ça ressemble. C'est ça. Ouais. Parce que vous appuyez Maude, évidemment, dans toutes ces démarches de paperasse. Je vous imagine très bien en train de l'aider à remplir les formulaires. C'est choquant de se faire dire, ça va prendre 6 mois à évaluer votre cas. Ben, dans 6 mois, je serais peut-être plus là. Je suis vraiment désolée de dire ça. C'est exactement ce qu'on leur dit. Puis bon, après, on parle à une personne qui est forcément un employé, qui n'a pas nécessairement non plus les cordons de la bourse entre les mains. Fait qu'on comprend que les gens sont mal à l'aise, mais en même temps, c'est ce qu'on dit. Écoutez, nous, c'est de la vie de monde qu'il s'agit présentement. Là. C'est pas d'une case, c'est pas d'une statistique, c'est une vraie personne. Fait que s'il se passe pas quelque chose maintenant, ben on n'aura peut-être plus jamais l'occasion de le faire. Fait que c'est hyper frustrant, en fait. Puis vous devez vous sentir impuissant? Totalement, parce que on travaille fort en collaboration avec des gens et tout, mais à un moment donné, le maximum de ce qu'on peut faire comme être humain aussi, on l'atteint. Puis comme conjoint, comme amoureux, vous pouvez vous imaginer comment on peut se sentir quand on arrive au bout. Absolument. Je vais vous demander à tous les deux de lire le commentaire de Pierre de Victoriaville. Je vais le lire pour nos auditeurs à la radio. Pierre nous dit « Je suis pharmacien depuis 20 ans. Je dois dire que les plans d'assurance de juridiction fédérale, que ce soit pour l'armée, les vétérans, les gens qui travaillent pour Post Canada, sont une aberration de restrictions administratives. » C'est là-dessus que tu voulais attirer notre attention, Absolument, c'est ce que je voulais vous dire. Puis on reçoit d'autres aussi commentaires des gens qui disent que c'est carrément insultant de savoir que les pharmacies, les pharma, comme il le dit, sont subventionnés pour des recherches, pour trouver des traitements. Et quand on les trouve finalement, ils les revendent extrêmement cher. Et c'est frustrant d'entendre ça puis de savoir qu'on peut rien y faire. Comment vous réagissez aux commentaires de Pierre qui nous écrit en disant que lui est habitué de voir ça, mettons, Post Canada, l'armée et tout ça? Ben c'est ça, j'ai trouvé que c'était un mégascope en fait. Il y a une section à la RAMQ, il y a un département qui s'occupe uniquement des employés fédéraux lésés par leur plan d'assurance. Donc ces employés fédéraux-là auraient le droit d'avoir un autre plan d'assurance ou le cas échéant d'être sur la RAMQ s'ils n'ont pas la possibilité d'avoir un plan avec un conjoint. Voilà, c'est ça, c'est que la loi, au Québec, la loi sur l'assurance médicaments, ça nous oblige. Soit on est à la RAMQ, soit on a soi-même ou notre conjoint a une assurance privée, mais on peut pas être dans un espèce de limbo, là, on peut pas être entre les deux. Donc vous pensiez que vous étiez assuré, finalement, ils refusent de suivre les médicaments. Vous m'avez écrit à un moment donné, personne ne semble comprendre que mon temps est compté. Quand vous voyez les petites aiguilles de l'horloge qui tournent... Moi, j'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis 2 ans et demi, puis Dieu merci, je suis encore là aujourd'hui, mais là, depuis 5 mois, je me bats, je cogne à toutes sortes de portes. Là, j'ai été finalement admise à la RAMQ comme plan supplémentaire. Ouais. C'est ça. Tout récemment? Tout récemment, ouais. Puis malgré eux, ils peuvent rien faire. La RAMQ peut rien pour vous? La RAMQ non plus, je coche pas toutes leurs petites cases. OK, alors ça, c'est important de le mentionner. Corrigez-moi si je me trompe. J'essaye de vous aider, je veux pas vous interrompre, juste pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est que
l'assurance maladie, vous y avez pas droit au complet non plus parce que vous faites pas un si gros salaire que ça, parce que il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent ben voyons, Maude est médecin, elle doit bien gagner sa vie, elle a peut-être les moyens, mais non, parce que vous faites plus beaucoup d'heures, parce que vous êtes affaibli par la maladie. C'est important aussi de mettre les choses en perspective. Ben, c'est important pour moi d'écouter mes limites une fois dans ma vie. Donc, j'essaye de plus me pousser à bout comme je l'ai donc fait dans le passé, là, plutôt à tendance workaholic. Mais donc, aujourd'hui, j'essaye d'écouter là, justement un peu plus mon corps, les symptômes de fatigue, puis de pas me pousser à bout, mais tout en restant active, puis en continuant de me stimuler intellectuellement, puis en ayant surtout le sentiment d'aider. C'est ce qui est le plus important pour moi, le sentiment d'utilité là, dans ma communauté. Puis mes patients me le rendent énormément là, en reconnaissance. Puis donc, c'est bon pour nous tous. Je résume. On a quelqu'un qui a 41 ans, qui a payé ses impôts, payé ses taxes, qui a été un bon contribuable, qui a payé sûrement beaucoup d'impôts, parce que, bon, qui donne de soi-même en étant médecin, donc tourné vers les autres. Et le jour où cette personne-là, cette citoyenne-là, est elle-même une patiente dans le système de santé, nous, collectivement, comme société, on dit « Ah, ben, c'est quoi, tu rentres pas dans la petite case, puis... » Puis le pire, c'est que l'équipe traitante, mon équipe traitante spécialisée, considère que c'est le meilleur traitement pour moi, là. Oui, vous êtes ce qu'on appelle un patient d'exception. C'est une façon d'obtenir des médicaments. Soit il y a un médicament d'exception, puis il y a une autre façon, c'est d'être un patient d'exception. Et là, donc, la demande comme patiente d'exception, on sait que il y en a beaucoup qui y ont accès via la RAMQ. Mais donc, moi, on a soumis une demande, puis moi aussi, j'ai été refusée. Moi, j'ai été refusée versus d'autres personnes qui y ont accès, puis c'est même sorti dans les médias dernièrement. Il y a plusieurs patients là, qui y ont accès. Mais vous êtes refusé, mais votre équipe soignante considère que vous devriez y avoir accès. Alors, vous demandez, en fait, au ministre de la Santé, vous lui demandez plusieurs choses. Il pourrait négocier le prix à la baisse avec la compagnie pharmaceutique, intervenir auprès de la RAMQ pour que votre demande soit approuvée, ou même avoir un budget discrétionnaire, parce que ça existe aussi, les budgets discrétionnaires. J'imagine. C'est... Assurément. Oui, Cybèle. On a un autre commentaire comme celui qu'on a lu tantôt. Canada Vie, les assurances de Post Canada refusent plein de médicaments. Les pharmaciens n'en reviennent jamais à quel point Canada Vie ne couvre pas les médicaments que d'autres couvrent. C'est dû aux lois qui ne s'appliquent pas au Québec. C'est carrément dégueulasse. Vous voyez ce que vous avez déclenché, Maude, c'est que à partir de votre cas à vous, il y a beaucoup de gens, on est en train de sensibiliser les gens aujourd'hui à cette aberration-là. On se croit protégé avec une assurance médicaments, avec des impôts qu'on a payés pendant des mois, pour ne pas dire des années. En terminant, Maude, qu'est-ce que vous souhaitez? Mettons que vous avez le ministre de la Santé, mettons qu'il nous écoute en ce moment, qu'est-ce que vous voulez lui dire? Mais j'aimerais qu'on trouve le moyen de rectifier cette injustice-là, qui, dans mon cas, s'applique tout à fait. J'aimerais ça qu'on arrête de penser avec des formulaires puis qu'on utilise notre gros bon sens. Je sais que c'est nécessaire d'avoir des protocoles puis tout ça, mais dans un cas comme ça, je suis un des leurs qui soutient les patients dans la communauté, puis j'aimerais ça qu'on me donne un petit coup de main là, parce que j'ai vraiment frappé à toutes les portes. Et la question, c'est de savoir ça coûte combien, ça vaut combien un mois de vie, 2 mois de vie, 1 an de vie. Parce qu'en fait, on parle de ça actuellement. On parle d'un traitement qui est onéreux, qui est 30 000 $, puis qu'il y a des patients qui peuvent en bénéficier. C'est pas le cas de Maude, mais ça peut lui permettre de non seulement de vivre plus longtemps, mais en plus de ça, de vivre en meilleure santé. Et de soigner des gens. Donc, la quadrature serait absolument parfaite. Maude Rebérol, merci beaucoup de m'avoir écrit cette lettre. Ça m'a beaucoup touchée. Puis, merci d'être venue en personne. Je sais que c'est très fatigant pour vous, donc je l'apprécie que vous soyez venu en personne. Puis, je veux remercier votre conjoint Jean-Pascal Provost qui est venu aussi à titre de soutien. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour Maude aussi. C'est gentil. Merci à vous deux. Merci, Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
Alors, c'est la controverse de l'heure, Hélène Boudreau, que vous connaissez peut-être sous le nom de la fille de l'UQAM, parce que c'est avec cette appellation-là, disons, qu'on a commencé à la connaître. Donc, elle a fait une publication au cours des dernières heures. Elle était en voyage à Las Vegas avec une amie qu'elle allait rejoindre là-bas, une amie qui vient d'accoucher il y a pas tellement longtemps, donc elle allaite son enfant naissant. Mais dans des images qui ont vraiment beaucoup circulé, on voit cette amie qui allaite son propre enfant et qui ensuite donne le bébé à Hélène Boudreau, qui fait semblant d'allaiter. Elle n'allaite pas vraiment l'enfant, mais ça soulève des questions sur est-ce qu'on peut vraiment comme ça allaiter théoriquement un enfant qui est pas le nôtre? Comment on départage l'allaitement qui est quelque chose de naturel et quelque chose qui est théoriquement sexualisé? J'avais envie de parler de tout ça avec Raphaëlle Petitjean, qui est directrice générale du mouvement Allaitement du Québec. Bonjour Madame Petitjean. Bonjour Madame Durocher. Écoutez, on n'a jamais autant parlé d'allaitement qu'au cours des 24 dernières heures. Qu'est-ce que vous avez pensé d'abord de cette vidéo qui a énormément circulé? Mais si Hélène Boudreau n'était pas associée à la pornographie ou des choses comme ça, est-ce qu'on aurait parlé de cette vidéo-là? C'est quoi le problème? C'est qu'elle fait de la porno et puis qu'elle montre ses seins dans une autre fonction que la fonction justement sexuelle, ou est-ce que c'est qu'elle a fait semblant de mettre un sein, puis même si elle avait mis, ça n'aurait pas changé grand-chose, un autre enfant que le sien au sein? Je me suis vraiment posé la question, c'est quoi le problème dans cette vidéo-là que les gens perçoivent? Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, on va en faire jouer un petit extrait. Jean-Philippe, on l'a sous la main. Donc, on va écouter, parce que je déteste ça quand on parle d'un truc puis que les gens savent pas, c'est pas tout le monde qui l'a vu. Alors, on en fait jouer un petit extrait. Ah. Bon, alors je vais décrire évidemment, continuez à la faire jouer, je vais juste décrire. Donc là, on a vu son ami qui met le bébé au sein. Là, Hélène met le bébé au sein et le papa de l'enfant vient et prend dans ses bras les deux femmes. Alors ça, c'est pour ceux qui nous regardent à la télé et pour ceux qui nous écoutent à la radio, évidemment, je vous l'ai décrit. Vous posez une excellente question, Madame Petitjean. Est-ce que c'est le fait que si, mettons, Hélène Boudreau était infirmière ou notaire, est-ce que cette vidéo-là aurait été perçue différemment? Est-ce que c'est le fait d'allaiter un bébé qui n'est pas à elle qui choque, ou le fait que ce soit une femme qui fait des vidéos aussi sur OnlyFans? Est-ce que c'est ça qui choque? Moi, je pense que malheureusement, j'aimerais que ça soit juste le côté sexuel, mais je pense que c'est le fond du problème déjà, de ce que j'ai pu lire des commentaires, c'est vraiment les gens qui s'inquiètent qu'on ait pu mettre un sein autre que celui de sa mère dans la bouche d'un bébé. Or, ça, c'est une pratique qui est tout à fait humaine, qui est tout à fait naturelle, qui a toujours été pratiquée, que ce soit par les nourrices, mais il y a encore beaucoup de cultures où ça se fait, de femmes qui ont des bébés à peu près du même âge, qui allaitent, qui s'entraident, qui se gardent le bébé, puis c'est ce qu'on appelle le partage informel du lait. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel au niveau des mammifères qu'on est. Ça, c'est très intéressant. Donc, c'est vrai. Donc, vous parlez des nourrices. Évidemment, c'est quoi une nourrice? Je sais pas si c'est quelque chose qui se pratique encore beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, quand la mère, par exemple, devait aller travailler au champ ou peu importe, ou alors parce qu'elle était très riche puis elle avait les moyens d'avoir une nourrice, le mot le dit, c'est une femme qui donne le sein à un enfant qui n'est pas le sien. Donc, dans l'histoire de l'humanité, des nourrices, il y en a eu des tonnes et des tonnes, là. Il y en a eu des tonnes et des tonnes, puis c'est vraiment culturel. Il y a des cultures aussi où il y a des grands-mères qui continuent à produire du lait, qui vont allaiter leurs petits-enfants, par exemple, quand elles les gardent. C'est des choses qui se font encore, qui se voient encore dans certaines cultures, hein, beaucoup moins dans la nôtre, mais déjà dans la nôtre, juste d'allaiter au sein, ça fait des fois un petit peu débat, malheureusement. On en discute assez souvent ensemble. Oui. Mais oui, c'est certain que en fait, c'est beaucoup moins étrange de donner du lait d'une autre femme à un bébé que de donner du lait d'un autre mammifère, parce qu'en général, les préparations commerciales pour nourrissons sont à partir de lait de vache. Donc ça, on l'oublie. Ça choque personne qu'on donne des aliments ultra transformés. Et puis, je suis pas en train de dire qu'il faut pas en donner au bébé, hein, mais je suis juste en train de dire que on compare des choses qui sont même pas comparables à ce niveau-là.
Ça, là, ça va faire controverse ce que vous venez de dire, mais ça me fait sourire parce que, bon, ça fait des années que je parle d'allaitement et ça fait des années que je dis et que je répète à quel point l'allaitement, c'est quelque chose de naturel. Ça n'est pas un jugement sur les gens qui prennent des préparations. Je refuse de dire lait materné parce que c'est une appellation que je déteste, mais donc des préparations. Et c'est vrai que, dans le fond, la controverse, à la base, c'est que même aujourd'hui, même en 2025, même avec toutes les campagnes, les gens ont quand même encore un malaise à voir une femme qui tasse sa robe et qui met... Je pense que même la première femme, là, qui met son enfant au sein, même ça dérange les gens. Au-delà du métier qu'elle fait, là. Puis au-delà du métier qu'elle fait, puis c'est pas... Le métier qu'elle fait n'a rien à voir avec le fait qu'elle serait une bonne ou une mauvaise mère. Tu sais, laissons-la gérer ses seins, que ça soit pour la partie de travail sexuel ou que ça soit pour la partie nourricière, c'est la même chose. Et puis, il y avait un beau message dans cette vidéo au début, là, c'est qu'on partage tout, on est là pour l'aider, je suis là pour être avec elle, on partage un peu l'enfant, on partage des responsabilités par rapport à cet enfant-là. Il y avait quand même un beau message à la base dans cette vidéo-là que je trouvais intéressant. Excusez-moi, je voulais pas vous interrompre. C'est important de mentionner que par la suite, après avoir fait cette vidéo-là, qui a évidemment beaucoup circulé, qui a beaucoup été commentée et critiquée, Hélène Boudreau a fait plusieurs publications en disant exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que nous, c'était l'idée d'un partage. Elle dit, oui, je suis sur OnlyFans, mais tout ce que je fais dans la vie n'est pas relié à OnlyFans. Cette vidéo-là n'avait rien à voir avec... C'était pas pour commercialiser quoi que ce soit, ça n'avait rien de sexuel. Et elle se défend en disant, ben si vous voyez quelque chose de sexuel, enfin c'est vous qui avez un problème, pas moi. Oui, Cybèle, tu voulais réagir? Ben, aussi son amie avec qui elle aussi là, fait dans le OnlyFans et est tout à fait là-dedans. Donc cet aspect-là, quand tu regardes un peu ses réseaux sociaux, tu la vois montrer son bébé et c'est ce qui choque un peu les gens qui nous écrivent présentement, Sophie, qui nous disent, moi par exemple, JC de Terrebonne dit, ce qui me choque, c'est l'implication du bébé dans une page de promotion pornographique. Donc lui aussi voit quelque chose de pornographique là-dedans. Je veux juste préciser que la page Instagram, je suis pas là pour prendre la défense de personne, mais je fais juste dire, cette vidéo-là n'a pas été montrée sur OnlyFans. C'est important de replacer les choses et faut pas faire dire à ces faits-là quelque chose qu'ils ne disent pas. Donc, c'est ça. C'est vraiment, ça a été fait dans un autre contexte, mais les deux personnes qui sont présentes pratiquent ça aussi. Pratiquent la pornographie dans une autre sphère de leur vie. Le divertissement pour adultes. Clairement, il y a une association qui est faite de la part de nos auditeurs comme de la tienne plus tôt. Et aussi, il y a un truc qui choque les gens, qui revient à plusieurs reprises, c'est la manière dont le bébé est manipulé. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais il semble, le monde trouve qu'il a été barouetté d'une femme à l'autre, un petit peu presque juste pour les bienfaits de la vidéo, en fait. Je sais pas. Moi, j'ai je le regarde là. On le regarde une autre fois. Maman, là. Toi, ça te... Ben, je veux dire, un bébé, là, il est pas fait en porcelaine, cet enfant-là, là. Il est pas fait en chocolat non plus. Voilà, c'est un bébé, un peu là. ce qu'on nous écrit. Allô, je veux dire, revenez-en, là. Madame Petitjean, trouvez-vous qu'il est barouetté, cet enfant-là? Moi, je trouve que ce bébé est là où il doit être, c'est-à-dire dans les bras de sa mère ou à défaut dans les bras d'une autre personne. Pour moi, un bébé maltraité, c'est un bébé qu'on laisse des heures dans un siège auto par terre et sans s'en occuper, qui est pas porté, à qui on met des suces et d'autres affaires pour le rendre autonome avant qu'il ait l'âge d'être indépendant. Moi, c'est ça. Moi, je vois un bébé qui est passé de main en main, qui est pas en porcelaine, effectivement. Je le vois pas pleurer, je vois pas de signe de détresse de ce bébé-là. Laisser un bébé pleurer sans que personne s'en occupe, c'est beaucoup, beaucoup plus traumatisant pour lui que faire semblant d'être mis à un sein qui est pas le sein de sa mère, là. Janine de Québec nous écrit, ce qui est choquant dans la vidéo d'Hélène Boudreau, c'est le manque de considération pour le bébé qui est traité comme un sac de patates plutôt que comme un enfant ayant besoin de soins aimants de sa mère. Donc, manifestement, Janine, merci de nous avoir écrit. Janine n'est pas d'accord avec vous. Raphaël, je trouve que c'est important de parler de la représentation de la femme qui allait. Au cours des dernières années, on a vu à plusieurs reprises des femmes qui allaitaient en public dans des centres d'achat, par exemple, qui se sont fait dire qu'elles devaient cacher le sein. Il y a eu des mouvements de solidarité avec ces femmes-là. Sur Facebook aussi, essayez-vous de mettre une photo de vous en train d'allaiter sur Facebook. Si on voit le sein, Facebook va vous censurer. Je vais demander à mon collègue Jean-Philippe Leroux de ressortir une photo de moi allaitant mon fils. Alors oui, je montre mes
totons. Je montre mes seins à la télé aujourd'hui. Je les montre depuis 17 ans parce qu'à l'époque, j'étais porte-parole pour l'allaitement pour le gouvernement du Québec. Et cette photo-là, pouvez-vous croire qu'elle a déjà été censurée par Facebook, qui refusait, qui considérait que c'était de l'hypersexualisation, que c'était de la pornographie. Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel qu'une mère qui donne le sein à son enfant? Je trouve qu'il y a une réflexion là à avoir. Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël Petitjean? Il y a vraiment une confusion entre un geste personnel et un geste privé. L'allaitement, c'est un geste personnel dans le sens que c'est les femmes qui décident ce qu'elles font avec leur sein, puis si elles veulent ou pas nourrir leur enfant ou le réconforter avec leur sein. Ça, c'est des décisions personnelles. Mais c'est pas un geste privé. On parle pas de masturbation ici. On parle de répondre aux besoins d'un bébé quand il en a besoin là où vous êtes. Puis dans une perspective féministe, on veut que les femmes puissent avoir une vie comme n'importe quelle autres citoyens ou citoyennes, qu'elles ne soient pas entravées du fait qu'elles allaitent, puis on veut quand même qu'elles puissent donner ce qui est considéré quand même comme le meilleur au point de vue médical pour leur enfant. Il faut le dire quand même au niveau de son développement, mais au niveau de la santé des femmes aussi, qui est l'allaitement. Il faut réconcilier tout ça. Et ça peut se faire uniquement en trimballant nos bébés partout, en les allaitant là où ils en ont besoin, là où on est, tout simplement. Il y a vraiment des choses à ce niveau-là de cette société où on cache les enfants, on cache les bébés, on cache les personnes malades, on cache les personnes handicapées, puis on cache les personnes âgées aussi. Ça, c'est problématique. Excellente réflexion. Je vous remercie d'avoir contribué à rééquilibrer peut-être. Puis encore une fois, je suis pas en train de prendre position sur ce qu'a fait ou n'a pas fait Hélène Boudreau, mais je trouvais ça important qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui à la représentation de l'allaitement. Vous nous avez éclairé là-dessus. Raphaël Petitjean, vous êtes directrice générale du mouvement Allaitement du Québec. Toujours intéressant de vous parler. Merci beaucoup. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Isabelle Huot. Pour vivre plus longtemps, pour vivre mieux. En même temps, on se fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut faire toute la différence. Ça peut faire toute la différence, en effet. Est-ce que je parle à la vraie Isabelle Huot? Écoute, quand j'ai vu ça hier, je pense qu'on a un extrait de vidéo. On a parlé beaucoup du vol d'identité. C'est pas la première fois que ça arrive, mais là, ça me choque. Ça n'a pas de bon sens. OK, alors on va écouter. Je vais demander à Jean-Philippe Leroux de nous faire jouer un petit extrait pour qu'on voit ça. Capable de brûler jusqu'à 1 kilogramme de graisse en une nuit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie pure. Mais pourquoi personne ne vous le dit? Parce que l'industrie de la perte de poids cherche à vous faire dépenser de l'argent encore et encore pour des pilules, des régimes et des séances d'entraînement qui ne fonctionnent pas. Je suis découragée. Alors, pour les gens qui nous écoutent à la radio, c'est important de mentionner, c'est ta vraie face. Et c'est ta vraie ta voix modifiée parce qu'ils ont pris donc un échantillon de ta voix. Ben, tu parles beaucoup plus vite que ça d'habitude, mais quelqu'un qui, c'est à s'y méprendre. C'est ma cuisine. Ce sont mes vêtements. C'est un tournage que j'ai fait dans ma cuisine sur complètement un autre propos. Et là, on emprunte cette image-là, on modifie un petit peu ma voix, on ralentit ma voix, on donne un petit ton français et c'est écrit en haut dans la publicité Facebook. Ça, c'est quelque chose que j'ai reçu d'une amie. Puis il y a 3 personnes qui m'en ont parlé hier. Isabelle, tu vends une nouvelle approche miraculeuse de perte de poids. 3 ingrédients. Qu'est-ce que c'est? Et là, on dit dans la vidéo, on dit perdez 23 kilos en 40 jours. Ça, on parle de 51 livres en 40 jours. Attends une minute, là, plus qu'une livre par jour. Perdez 15 cm de tour de taille en 2 semaines. Ben, voyons donc! C'est dangereux pour la santé? Ben, c'est impossible de perdre ce poids-là. Tu vas jeûner, jamais tu vas perdre ça. 3 fois plus de gras que des médicaments de type Ozempic. Sans régime, super facile, sans médication. Comment? Avec 3 ingrédients simples qu'on a sous la main, tout le monde. Mais évidemment, ils vont vendre un supplément qui va contenir ces 3 ingrédients clés-là. J'ai pas osé, notre recherchiste Hugo non plus, dire... Je voulais cliquer puis de voir c'est quoi le supplément qu'on vend. Mais là, je me dis, oh mon Dieu, ça va-tu me donner un virus? Ça va-tu... Non. Non, puis de toute façon, t'as pas envie parce qu'après, là, ton truc pourrait être compromis. Mais je pense que surtout ces gens-là veulent évidemment se faire des sous. Mais c'est très important de dénoncer
tous les gens qui aiment, et ils sont nombreux, vous êtes nombreuses à adorer Isabelle comme nous on l'aime ici à Cube. Isabelle, c'est pas ton genre de vente de produits miracles, c'est pas ton genre de faire des promesses aussi farfelues. C'est surtout, moi, ce que je trouve terrible, c'est que, excuse-moi de te le dire comme ça, mais ça s'attaque à ta crédibilité. Voilà. Exactement. C'est ce qui est le plus choquant, et de voir que les gens embarquent, je trouve ça tellement triste, parce que c'est sûr que les gens sont toujours à la recherche d'une solution miracle qui va amener une perte de poids rapide. Je le dis, je le redis, ça ne fonctionne pas, des méthodes miracles, des pilules miracles. Donc, arrêtez de croire à ça, s'il vous plaît. Ça me fait de la peine de voir quand des amis à moi m'ont dit « Hey, c'est bon, c'est quoi ta nouvelle approche? » J'ai dit, ben voyons, c'est pas mon genre du tout, ce n'est pas moi. Et encore ce matin, j'avais des gens qui regardaient la vidéo, mais dit, mon Dieu, ça a l'air de toi, ça a l'air vrai. Et écoute, sont tellement forts. C'est ça qui est déplorable. Il y a quelques années, on utilisait ma photo dans des fausses unes de magazines La Semaine, 7 jours, avec une fausse bouteille de pilule. J'ai la solution pour perdre du poids. Et puis, j'ai même mis JE sur le dossier. Puis là, finalement, Eve-Marie, Nathalie Simard, on a commencé à voler notre identité pour faire de la promotion. Puis, ils ont fait un reportage, puis ils ont trouvé des choses, mais l'arnaque est toujours là et sera de plus en plus là avec l'intelligence artificielle. C'est tellement facile de faire ce genre de vidéo-là maintenant pour des gens qui ont cette expertise-là. Et donc, on va en voir de plus en plus. Fait que je pense que le message, c'est de se poser toujours les questions, d'être très critique par rapport aux informations publicité véhiculées sur les réseaux sociaux, sur le web, parce que il va en avoir de plus en plus, malheureusement. Et on a tous entendu parler ou vu le documentaire que Marie-Claude Barrette a fait là-dessus. Je pense que c'est Marie contre Goliath, c'est ça, exactement? Oui. Et donc, où elle va à la rencontre justement des Véronique Cloutier de ce monde et tout ça, des gens qui ont été ciblés par un vol d'identité, mais elle rencontre aussi des gens qui ont été bernés par ces arnaques-là et des gens qui ont perdu 60 000, 200 000 $, des gens qui ont fait des dépressions. Nos collègues du journal viennent de faire un dossier aussi sur les arnaques amoureuses, les gens qui sont dans certains cas, des gens qui se sont suicidés. Je veux dire, c'est un problème majeur, Isabelle. Puis je sais qu'on devait parler de la rage du sucre, mais je trouve ça tellement... Non, mais c'est tellement important. Parce que le mot rage est là. Moi, ça m'enrage de voir ça. Ça m'enrage que vous fassiez voler votre identité. Puis ça m'enrage que des gens de bonne foi donnent de l'argent à des salauds à l'autre bout du monde, cachés derrière leur clavier. C'est un phénomène de société qui est énorme et il faut le dénoncer haut et fort. Il faut le dénoncer. Je me souviens dans GE ils sont allés à la rencontre d'un couple qui avait acheté les suppléments que soi-disant je proposais pour la perte de poids. Il dit, on a tout essayé, maintenant c'est mon supplément miracle. Puis il dit, on s'est fait berner, puis on a perdu 500 $. Puis évidemment, on n'a jamais revu la couleur de l'argent. Donc, c'est dans tous les domaines. Et puis même Eve-Marie Lortie, avec qui je travaille à Salut Bonjour, elle me disait hier, Isabelle, j'ai pas la solution. Moi aussi, on m'utilise encore mon image. Puis on dit que j'ai perdu du poids grâce à des suppléments miracles. Ce n'est pas vrai. Fait que je sais pas comment ça va arrêter tout ça, puis qui va arrêter ces maniaques, ces experts du web là qui sont très très forts. Mais la réponse en même temps, cette pub-là, là, cette fausse pub de vol d'identité, c'est sur Facebook que c'est diffusé? Sur Facebook. Bon, ben Facebook, ben voilà. Facebook, et quand on les contacte puis qu'on leur dit c'est une fausse publicité, ils foutent rien. Je veux dire, ma rage, elle est dirigée envers les salauds à Tombouctou qui font ça, mais elle est aussi Zuckerberg. Il fout quoi exactement là-dedans? Là? Exactement. Hey, Mark, we're calling you, Mark. We have a trouble. We're in trouble here. Or you are in trouble. Écoute, voilà, mais c'est ça. C'est parce qu'après ça, ils vont... Peut-être, comme là, j'ai pas réussi à la partager, l'origine. Puis hier, on pouvait la partager. Fait que le fait de la signaler fait en sorte que je peux plus la partager après.
Mais il y a une forme différente de publicité qui est apparue ce matin parce que hier, j'étais un médecin canadien, mais ce matin, j'étais, je me souviens plus comment ils m'ont nommé, une influenceuse canadienne. Donc, on voit que les messages changent. Donc, on signale un message, une publicité trompeuse, mais ils s'en vont ailleurs, puis ils reprennent, ils vont modifier un petit peu le texte ou encore la vidéo, puis ils continuent à faire fructifier leur entreprise comme ça. Puis les gens qui achètent soi-disant la formule miracle, ben ils la reçoivent pas, hein? Évidemment. Voilà, ils la reçoivent pas. Alors, écoute, on devait parler de la rage du sucre. On n'a pas le temps, mais je trouvais ça tellement important. De toute façon, tu es avec nous chaque semaine, sauf lundi prochain. Oui, mais on va essayer de s'arranger pour que tu sois là mardi ou mercredi ou jeudi la semaine prochaine. Mais je veux pas passer une semaine sans t'avoir. Puis surtout, tu nous parleras de la rage du sucre. Moi, c'est les Oreos. Je commence une boîte d'Oreos. Je suis pas capable de m'arrêter. Fait que tu nous donneras des trucs. Ça donne une semaine pour y penser. OK, c'est bon. C'est bon. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Isabelle. C'est tellement un message important. S'il vous plaît, ni Isabelle, ni Ève-Marie Lortie, ni Véronique Cloutier, ni Normand Brathwaite, il n'y a pas de solution miracle, ni pour devenir millionnaire avec les crypto-monnaies, ni pour perdre 40 livres, 23 kilos en 40 jours. Des miracles, ça n'existe pas. Même les miracles, même le pape qui vous dit qu'il y avait des miracles, même ça, moi, je pense que ça n'existe pas. Alors, soyons vigilants. Merci beaucoup, Isabelle. Merci Cybèle. Merci Jean-Philippe. Merci Hugo à la recherche. À demain.